Monsieur le rabbin Gilles Vernem, bonjour à vous. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes l'ancien grand rabbin de France et vous vivez aujourd'hui en Israël, pays depuis lequel vous vivez au plus près cette guerre qui a démarré maintenant il y a 110 jours, au lendemain des massacres du 7 octobre. Monsieur le grand rabbin, comment ces 3 mois et demi de guerre ont transformé, selon vous, la société israélienne ? Écoutez, à partir du 7 octobre, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la force de résilience du peuple juif en Israël en particulier. C'est impressionnant. D'abord, le courage inouï des soldats d'Israël qui écrivent les moments les plus significatifs de notre peuple. Et pas seulement de notre peuple, et qui nous donnent une leçon de vie. Il y a là une immense solidarité. Solidarité israélienne, solidarité de la diaspora à l'égard d'Israël et tout particulièrement en France. C'est la chose que je retiens le plus. Quel traumatisme ces massacres du 7 octobre, ce qu'on appelle parfois un pogrom, ont-ils créé, ont-ils réveillé chez les Israéliens ? Les Israéliens ont pris conscience que 3 frontières se sont brisées le 7 octobre. Tout d'abord, la frontière territoriale entre Gaza et Israël qui protégeait jusque-là la population d'Israël, protégeait à peu près la population d'Israël. Et puis, il y a la frontière que constitue une maison, qui est censée être un espace privé qui vous protège du tumulte du monde, de la violence des foules. La maison, c'est un abri pour vos proches et pour votre famille. Et puis, il y a cette 3e frontière, la frontière du corps qui a été brisée le 7 octobre, qui protège l'abri de ce que nous avons de plus précieux, la vie intérieure, la vie psychique et intime, je dirais en un mot, l'âme de chacun d'entre nous. Ce traumatisme-là est et reste triplement lourd. À l'échelle de l'histoire juive, est-ce que ça réveille d'autres choses, notamment par rapport à l'idée qu'Israël soit le garant de la sécurité de ses citoyens, mais aussi des Juifs dans le monde ? Oui, ça a terriblement fragilisé. Fragiliser ne signifie pas que le courage manque, que la volonté de vivre devient insuffisante. Je dirais presque au contraire. C'est comme le doute pour réaffirmer sa confiance et sa foi. Il faut d'abord douter et renforcer sa confiance. Je crois qu'il s'est passé la même chose en Israël. C'est vrai qu'il y a du marasme, surtout lorsqu'il y a tant de soldats comme hier, avant-hier, qui sont tombés dans des conditions que nous savons terribles. Oui, mais il y a une force de résilience qui est très rapide en Israël, qui est exemplaire, et j'ajouterai encore une fois, qui est impressionnante pour le, entre guillemets, jeune Israélien que je suis. Vous avez été surpris par cette force de résilience. Vous aviez vécu quelques temps dans le passé en Israël. Vous y vivez maintenant. Vous avez été particulièrement marqué par cela ? Oui, dans le passé, c'était, je dirais d'abord des temps d'études en yeshiva, et plus tard des vacances ou des lieux de passage, ou des moments à partager avec mes enfants, qui vivaient beaucoup plus depuis l'âge de 17-18 ans en Israël. Mais je voudrais dire une chose, et qui est aussi liée à cette douleur que l'on éprouve lorsque l'on entend au réveil que 20 et quelques soldats d'Israël sont tombés, soldats et réservistes sont tombés. J'ai entendu de la bouche de Viviane Vatine. Viviane Vatine est une psychanalyste et qui notamment dirige un ou des groupes, vous savez, lorsque des réservistes reviennent de Gaza, ou des soldats, il y a des groupes de parole pour extirper toutes les tensions, les douleurs, la violence qui est en soi. Et j'ai entendu de la bouche de Viviane Vatine qu'au combat à Gaza, de jeunes soldats qui n'ont pas d'enfants se mettent parfois en première ligne pour protéger des réservistes qui ont des enfants afin de protéger la vie à tout prix et de préserver l'avenir. Il y a du marasme, il y a de la douleur, et il y a aussi de l'espérance, c'est-à-dire une confiance en la vie
et si vous me permettez, en salle, et que le Tout-Puissant nous aide et que le mérite de ces soldats soit loué. Politiquement, monsieur le grand rabbin Bernheim, ces événements d'une violence inouïe sonnent-ils, selon vous, comme la fin des dernières illusions sur la possibilité d'un avenir de paix avec les Palestiniens, dans un moment où l'Union européenne, mais aussi désormais l'administration américaine, Biden, appelle à la reprise des négociations avec une autorité palestinienne qui serait revitalisée en vue, à terme, de la création d'un État palestinien? Écoutez, je vais vous répondre très simplement et très directement. Pourquoi Israël laisserait-il la Cisjordanie, pour parler le langage des nations, Yehuda Shomron, aux mains d'un djihad qui serait encore plus dangereux que celui de Gaza, pour des raisons faciles à comprendre? Je crois que ces plans de paix avec deux États côte à côte, je dirais ce plan, il est typique, parce que c'est une demande de l'autorité palestinienne, nous le savons également. Ce plan est typique d'une forme de narcissisme des instances palestiniennes. Je m'explique. Les instances palestiniennes pensent qu'avec leur cause, qui est gonflée à peu de frais par les médias arabes, comme un emblème qui exprime mieux que tout la rancœur anti-juive, eh bien, les instances palestiniennes gagneraient sans preuve ni gage à l'adversaire sur leur désir de vivre en paix. Des gages, des preuves de vouloir la paix. Autrement dit, si les instances palestiniennes n'obtiennent pas le mieux, alors ils choisissent le pire. Ça s'appelle du narcissisme immature, mortifié, qui exprime aussi le terrorisme. Si on n'a pas tout ce qu'on demande, alors on piétine tout ce qu'il y a. Ça a été la politique arabe envers l'État juif pendant longtemps. Si on ne peut pas vaincre Israël, alors Israël n'existe pas. Il y a évidemment quelques exceptions à cette règle qui ont fini par s'exprimer. L'Égypte, la Jordanie, peut-être un jour l'Arabie saoudite et déjà quelques autres pays arabes. Il faudrait que les deux parties vivent ensemble dans le calme assez de temps pour laminer, pour écraser la vindicte originaire, après quoi il serait possible de créer, je n'en sais rien, un État en Cisjordanie ou quelque chose qui peut-être lui ressemble. Ce n'est pas de mon ressort et je dirais je ne sais ni quoi ni comment. Je suis rabbin et on ne m'a pas chargé d'un plan à ce sujet. Mais face à ces demandes occidentales et à ce maximalisme palestinien que vous venez de décrire, monsieur le grand rabbin Bernheim, la solitude d'Israël, au fond, n'est pas prête de se dissiper. Non, non. Je ne dis pas que la solitude d'Israël fait partie de son essence, certains le pensent. J'en suis partiellement convaincu. Je dis partiellement parce que je ne souhaite pas qu'Israël soit seul au monde, ou se vive comme seul dans un univers hostile. C'est parfois le cas, mais ce n'est pas mon souhait. Maintenant, il y a aussi une chose qui est à prendre en compte. Si vous réfléchissez un instant, vous faites un tout petit peu d'histoire. Depuis le grand moufti de Jérusalem, c'est la période de la Deuxième Guerre mondiale, oui, qui avait reçu d'Hitler le droit d'anéantir les Juifs au Proche-Orient, qui lui laissait les mains libres pour le faire. Ensuite, son petit-neveu, je crois, qui était Arafat, que Al-Husseini a adoubé. Et puis pensez à la suite, au mieux révisionniste, au pire négationniste, jusqu'à aujourd'hui. Le responsable de l'autorité palestinienne, je ne parle pas du Hamas, et même en Égypte, celui qui a fait la paix avec Israël était d'abord un révisionniste. On lui rend grâce d'avoir su faire la paix avec Israël. Mais ça veut dire quoi tout ça? Je ne parle pas d'Emmanuel Mein Kampf et tout ce qu'on retrouve à Gaza, ce qu'on retrouve en Cisjordanie, c'est-à-dire en Yehuda Shomron et ailleurs, qui sont les livres les plus vendus. Ça veut dire quoi? Faire la paix avec des populations, ou en tous les cas des instances politiques qui rêvent de détruire le peuple juif comme le nazisme l'a fait et lisent comment faire pour y arriver. Ça me laisse très perplexe
sur les possibilités de laisser un État, quelle que soit la forme et sa dimension, aux côtés d'Israël. Ou alors il faudrait vraiment changer beaucoup de choses. Pour ma part, je l'espère. Il nous reste 1 minute, monsieur le rabbin, pour une dernière question. Sur le front judiciaire, Israël est également accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et maintenant de génocide. La Cour internationale de justice de l'Haye devrait d'ailleurs rendre ses premières conclusions dès ce vendredi. Cette stigmatisation morale à l'extrême de l'État d'Israël, comment l'expliquez-vous? Écoutez, il y a tout plein d'explications. Parce que cette demande, mais qui est appuyée par d'autres pays du monde, peut obéir à des motifs différents selon les pays, leur culture et leur histoire. Je pense à la Slovénie, je pense à l'Espagne, je pense à tant d'autres pays qui s'associent à la demande de l'Afrique du Sud, dont je rappelle que du temps de l'apartheid en Afrique du Sud, le gouvernement israélien était au plus proche, au plus près du gouvernement qui, à l'époque, pratiquait l'apartheid. Ce qui crée évidemment une rancune ou de la rancœur dans la population qui, aujourd'hui, a été libérée de l'apartheid. Mais ça obéit à des raisons politiques de l'époque. Je rappelle que je crois qu'il faut d'abord dire simplement une chose. C'est rappeler la définition d'un génocide. Ouais. Il y a un génocide dès lors qu'il y a un projet organisé, planifié, attesté sur du papier. C'est ce que nous rappelait il y a peu de temps une linguiste, Yana Grinspoon, que j'ai pu entendre dans une autre émission, qui rappelait la définition des mots. Il y a un génocide dès lors qu'il y a un projet organisé, planifié, attesté sur du papier, qui vise à la destruction non fortuite, bien sûr, des fondements d'une race, d'une ethnie, d'un groupe religieux ou national. Et je vous dirais pour finir que l'ironie dans l'histoire de la plainte déposée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice, c'est que la plainte ne mentionne pas le plan génocidaire du Hamas que l'on a découvert dans la bande de Gaza, comme dans les habits de terroristes, où tout est planifié à l'avance, comme une mission à remplir. Tuer, prendre des civils en otage, torturer, violer des femmes et aussi des hommes. Pardonnez-moi, sans commentaire. Et le Hamas de promettre, on recommencera dès que peut se faire ce qui a été fait le 7 octobre. Merci beaucoup, pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur le rabbin Gilles Bernet. Merci encore d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio J. Radio J.